Bonjour à tous, donc Justin Arnaud, je suis géomètre expert, je travaille chez Gexpertise depuis pas mal d'années maintenant, une quinzaine, et je suis responsable de notre agence en Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux plus précisément. J'ai eu l'occasion de travailler aussi en région parisienne, notamment sur tout ce qui concerne la copropriété, la division des ensembles immobiliers un peu complexes, et donc une certaine spécialisation dans ce registre-là. Voilà, donc cette présentation et ce webinaire m'intéresse particulièrement et fait partie de mes spécialités. Merci Justin, merci pour cette précision. Pour ma part, Léa Voileau, responsable commerciale chez Gexpertise. Je vous propose en effet de démarrer, pour ceux qui ne connaissent pas encore Gexpertise ou les différents métiers en interne, de commencer par une présentation du groupe. Si on peut passer à la slide suivante, Justin. D'ailleurs même, je pense qu'avant de parler de Gexpertise, il y a le sommaire, comme je vous disais, donc une introduction rapide sur Gexpertise, et ensuite on rentrera directement dans le vif du sujet, donc la division d'immeubles tertiaires avec ses évolutions, le contexte de mise en place d'un EDD ASL, comprendre son dispositif également. On abordera les avantages et les inconvénients de ce dernier, et puis les documents nécessaires à l'établissement de ce dispositif. Évidemment, si voilà, vous avez encore une fois des questions qui viennent, il ne faudra pas hésiter, et on illustrera, c'est surtout Justin qui illustrera ce dispositif par un cas concret pour que vous puissiez également vous projeter de votre côté. Donc voilà, c'est le déroulé aujourd'hui qui sera sur 45-50 minutes. Alors, généralement, on dédie un temps de questions-réponses à la fin, mais encore une fois, j'invite à tous ceux qui ont des questions de les poser au fur et à mesure. Je trouve que ça donne un aspect un petit peu plus interactif, et donc nous répondrons à vos questions avec plaisir au fur et à mesure. Justin le précisait à l'instant, il représente la région Nouvelle-Aquitaine via notre agence à Bordeaux. Gexpertise est présente sur toute la France. Enfin presque, avec un siège social qui est basé à Sèvres en région parisienne, et donc différentes agences qui viennent représenter les différentes régions, Lille et Blindec pour les Hauts-de-France, Lyon pour Rhône-Alpes, Toulouse pour l'Occitanie, et enfin Toulon, plus précisément la Seine-sur-Mer, pour PACA, ce qui permet du coup d'être auprès de nos clients, d'avoir une connaissance de l'immobilier local évidemment, en sachant qu'effectivement chaque géomètre expert, mais aussi tous les autres experts sur la dimension diagnostique, maîtrise d'œuvre et autres, dont je vous parlerai rapidement, a donc son expertise dans son agence, et donc ça permet de pouvoir vous accompagner dans vos projets, que ce soit des projets nationaux ou plus locaux. Ici, vous avez quelques chiffres clés de la société. On ne va pas les lire un par un, et puis de toute façon, vous aurez le replay si vous souhaitez vous arrêter sur un chiffre en particulier. Nous avons 10 géomètres experts en interne, dont Justin fait partie, et nous existons depuis 1785. Alors, vous imaginez, voilà, c'est pas uniquement une histoire de famille, mais notamment aussi de par l'acquisition de cabinets, et parallèlement, j'allais dire, face à ce métier ordinal, réglementaire, nous avons toute une dimension et une partie notamment du chiffre d'affaires qui est dédiée à la recherche et au développement, à l'innovation et toutes les réflexions des potentielles nouvelles offres. Et j'ai envie de dire, finalement, l'état descriptif de division en ASL se dessine un petit peu finalement comme une nouvelle offre, alors une nouvelle alternative si je puis dire, mais vraiment un nouveau dispositif pour nos clients, pour nos partenaires, pour qu'ils puissent continuer à faire évoluer leur manière de gérer les actifs, et d'y optimiser tout un tas d'éléments dont Justin vous précisera les éléments par la suite.
Nous accompagnons nos clients sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Nous avons ajouté la partie acquisition-scission, vous le verrez au travers de nos différents métiers ensuite, mais on a cette vision 360 notamment avec différents métiers. Je vous ai parlé des géomètres experts, il y a des diagnostiqueurs, il y a des personnes de formation architectes, tailleurs de pierre qui va permettre d'avoir vraiment une vision 360 sur un projet immobilier. Sur la slide suivante, je vous le disais justement, des profils très pluridisciplinaires et donc une lecture des projets qui peut être très complète et très complémentaire. Parce que justement, sur la slide suivante, vous allez voir les 3 départements de la société. On est très connu aussi, surtout pour notre métier de géomètre expert. Et puis aujourd'hui, la thématique rentre dans le département immobilier. Hein. Clairement, avec Justin, aujourd'hui, on va discuter division de l'immeuble et donc incarné par les géomètres experts. On a d'autres métiers, encore une fois, complémentaires, pas dépendants des uns des autres, mais qui permettent d'apporter une vision 360 sur un projet, comme les diagnostics immobiliers réglementaires. Hein, vous les connaissez pour certains d'entre vous, j'en suis sûre, l'amiante, le plomb, le thermite, le PEMD, hein, le produit équipement matériaux déchets, qui rentre aussi dans le cadre des évolutions de la gestion de bâtiments. Faites-vous les DTG? Absolument. Nous réalisons aussi les DTG, diagnostics techniques globaux. Et d'ailleurs, ces diagnostics vont de pair avec le département bâtiment et VRD, qui est un département qui a un côté très chantier, avec de la maîtrise d'œuvre, de la VRD, mais aussi des audits. Et je pensais à vous qui avez posé la question sur la partie DTG, tous les audits énergétiques, décrets tertiaires, l'audit également due diligence technique dans le cadre d'acquisition. Enfin bref, on a un panel d'audits assez variés qui permettent encore une fois à nos clients, j'ai envie de dire, de respecter un triptyque de respect de la réglementation, mais aussi avoir un bâtiment ou un actif plus vertueux et enfin améliorer le confort des usagers ou des utilisateurs. Avant de présenter le dernier département, je vois une autre petite question. Est-ce que vous faites aussi les DTG pour des bâtiments à destination d'habitation? Absolument, nous travaillons sur toute typologie de bâtiment. Alors, ce webinaire va zoomer sur une typologie de bâtiment assez particulier, Justin vous le redira. Mais en interne, nous travaillons sur toute typologie de bâtiment, autant sur le logement que le tertiaire englobant les bureaux, l'hôtellerie, la logistique, les parcs d'activité, le retail, la santé, etc. Donc voilà, nous pouvons vous accompagner sur toute typologie d'actifs confondus et ce sur toute la France. Et un dernier petit mot sur le département BIM et SIG avant de passer la main à Justin. C'est le département le plus jeune de la société qui est assez transverse finalement aux différents métiers du groupe, qui a cette vision sur la gestion de la donnée immobilière. Et on reste toujours sur ces mêmes objectifs, optimiser son patrimoine, optimiser chaque ligne, connaître son patrimoine avec la base documentaire nécessaire, qu'elle soit à jour et qu'elle puisse être exploitée dans les systèmes d'information choisis. Et bien sûr, on a cette dimension aussi maquette BIM, production de maquettes et autres qui viennent s'inscrire dans toute cette réflexion de la donnée, de la gestion de la donnée immobilière. Et je crois que sur la slide suivante, je vais pouvoir passer la main à Justin, qu'on puisse enfin rentrer dans le vif du sujet. En plus, je vois que quelques participants se sont connectés entre-temps, donc vous n'avez rien raté. Et je laisse la main à Justin. Merci à toi. Bonjour à ceux que je n'avais pas salués tout à l'heure. Donc, on va commencer dans ce webinaire sur les états descriptifs de division et associations syndicales. Alors, on n'a pas trouvé de meilleur nom que de superposer les deux acronymes parce que c'était très clair, tout simplement. On parle aujourd'hui dans copropriété de DDRCP, donc là, on va parler de DDASL. D'abord, un petit contexte juridique, puisque c'est quelque chose de relativement récent. On a eu, dans les années 2018-2020, la loi Elan et différentes modifications, ordonnances qui sont venues impacter le droit de la copropriété notamment. Et donc, je voulais revenir sur ce qui se faisait avant. L'application de la nouvelle disposition était le 1er juin 2020, donc avant le 1er juin 2020.
nous avions en gros deux possibilités. Je ne rentre pas dans le détail de tout ce qui est indivision, mutoyenneté, mais deux possibilités principales pour diviser un ensemble immobilier ou un immeuble. D'une part, la copropriété, qui était réglementée légalement par la loi du 10 juillet 65 que tout le monde connaît. Et puis, donc, une loi qui a été modifiée évidemment au fur et à mesure des années, mais qui est très stable depuis les années 65. Et puis, une deuxième manière de diviser un ensemble immobilier, et uniquement un ensemble immobilier, c'est donc la division en volume. Cette division en volume est assez spécifique, et non pas issue de la loi, mais plutôt de la pratique, notamment dans les années 60 avec des grands ensembles immobiliers. Et elle est adaptée, mais pas à tout. Donc en fait, c'était une alternative à la copropriété, mais qui ne permettait pas de répondre à certains ensembles immobiliers ou assez mal. Et puis elle a des contraintes, notamment le fait d'être dans un ensemble immobilier complexe. Alors c'est toute une définition spécifique encore, qui est issue de la pratique, mais ça ne s'adapte pas du tout, par exemple, à un immeuble haussmannien avec par exemple un commerce en pied d'immeuble et puis des bureaux ou des habitations. Donc on n'a pas beaucoup d'alternatives jusqu'en 2020. Et puis, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a quand même pas mal d'ensembles immobiliers qui, du coup, sont divisés en copropriété ou en division en volume, avec donc, quelque chose qui n'est pas très adapté. Il faut savoir que la copropriété était vraiment conçue à l'origine pour les immeubles d'habitation. Elle a continué dans ce sens-là, avec une protection assez forte du propriétaire, qui est considéré comme un propriétaire particulier en quelque sorte, comme un habitant souvent. Et donc la loi a ce prisme-là de protection importante du propriétaire. Je vais peut-être juste relire l'article premier qui est assez intéressant, qui permettait, donc, dans son ancienne rédaction, avant 2020, que beaucoup de monde connaît, c'est quelque chose qui était très important pour comprendre la loi. Donc, la présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lot, comprenant chacun une partie privative et une quote-part de partie commune. Et c'est ensuite quelque chose qui est intéressant. À défaut de conventions contraires créant une organisation différente, on verra que cette phrase-là, on la retrouve plus tard, mais améliorée. La présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs. Et c'est grâce à cette deuxième proposition qu'on a pu créer la division en volume. Sinon, on aurait pu, s'il n'y avait eu la première partie, on aurait appliqué uniquement la copropriété pour tout ensemble immobilier. Donc, je vais enchaîner sur la rédaction après le 1er juin 2020. Peut-être qu'on peut du coup la lire immédiatement, c'est assez intéressant. Donc, cette nouvelle rédaction, c'est donc à défaut de jour, c'est uniquement l'article 2, l'article 1er étant, uniquement le paragraphe 2. Donc, à défaut de convention y dérogeant expressément et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs, la présente loi est également applicable à tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis à destination totale autre que l'habitation, dont la propriété est répartie par lot entre plusieurs personnes, et à tout ensemble immobilier qui, outre des terrains, des volumes, des aménagements et des services communs, comporte des parcelles ou des volumes bâtis ou non faisant l'objet de droits de propriété privatifs. Je l'ai lu assez rapidement, mais ce qu'on peut retrouver là-dedans, c'est d'une part le régime entre guillemets par défaut, qui reste la copropriété, toujours avec cette fameuse loi de 65 qui est modifiée petit à petit. On retrouve également pour la première fois la notion de volume. Donc ça, quelque part, c'est la première fois qu'on retrouve la notion de volume dans la loi. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que c'est cocasse, c'est que c'est dans la loi de la copropriété qu'on trouve la notion de volume immobilier. C'est un peu une spécificité de cette loi, c'est de permettre des choses
en lecture à l'envers, en quelque sorte. Et donc, une nouvelle possibilité qui est clairement indiquée, c'est la possibilité d'une autre organisation dotée de la personnalité morale, dont la propriété est répartie par lot entre plusieurs personnes. Jusqu'à présent, donc, la division en volume ne pouvait pas être appliquée à un ensemble, à un immeuble homogène. On l'appliquait quand on avait un gros ensemble immobilier un peu complexe avec différentes destinations, etc. Si on prend un immeuble, donc comme je disais tout à l'heure, avec un pied d'immeuble commerce et puis des bureaux dessus, il était hors de question d'appliquer une division en volume. Ça a pu être fait, mais ce n'était vraiment pas conseillé du tout. On vient remédier à ça en proposant une grande liberté, finalement, aux propriétaires qui souhaitent diviser son immeuble, dès lors qu'il n'y a pas d'habitation. Et c'est quand même très important, on y reviendra un peu plus tard, mais cette construction, ce dispositif de DDASL ne s'applique que lorsqu'il n'y a pas d'habitation. Ça, c'est important. N'hésitez pas à poser des questions dans le fil de discussion si je vais trop vite ou si vous avez besoin d'une précision. Donc, quel est le contexte? Ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que l'immeuble ne doit pas comporter de local d'habitation. C'est essentiel. On peut même imaginer, ce n'est pas une question de majorité de locaux d'habitation, c'est qu'il ne doit en comporter aucun. Imaginons un immeuble de bureau avec un logement de gardien, par exemple. Le dispositif ne fonctionne pas. C'est exhaustif. En revanche, ce dispositif est très adapté dans le cadre de, par exemple, centres commerciaux, d'immeubles de bureaux, de locaux d'activité ou des immeubles mixtes hors habitation. Et on va le voir, aujourd'hui, on a quand même un peu de recul sur ce qu'on a pu mettre en place. Ça fonctionne, c'est assez simple, et ça permet d'avoir une souplesse. On verra tout à l'heure les avantages et les inconvénients du dispositif. Quelques principes que je me permets de rappeler par rapport à ça. Dans certains cas, et je pense à des immeubles complexes où on aurait, par exemple, des séparations franches entre un bâtiment, salle de spectacle, puis un parking, et puis des bureaux, etc., avec des blocs assez scindés. Dans ce cas, on ne va pas forcément préconiser ce type de dispositif, mais plutôt une division en volume qui sera beaucoup plus adaptée. C'est dès qu'on a une forte hétérogénéité des destinations, on se retrouve avec ce type de division en volume qui est beaucoup plus adapté. Peut-on diviser un volume? Petite question de Damien. Peut-on diviser en volume un immeuble unique si pas d'habitation? Alors, je vois la notion d'immeuble unique qui est intéressante, c'est qu'on retrouve aussi dans beaucoup de théories. L'immeuble unique, théoriquement, ce n'est pas adapté au volume. Ça a été redit par la jurisprudence et par la loi. L'immeuble unique homogène dont je parlais tout à l'heure, typiquement l'immeuble haussmannien, n'est pas du tout adapté à la division en volume. Elle n'a pas été conçue pour ça. Ce n'est pas l'objet. Donc là, si on n'est pas en habitation, on va plutôt s'orienter vers un DDASL, justement. J'y reviendrai un petit peu après avec les exemples concrets où vous cernerez un petit peu plus de quoi il s'agit. Deuxième question de François, est-ce qu'on peut envisager une copropriété habitation dans une ASL en volume? Alors, ça fait beaucoup de choses. ASL en volume, alors j'imagine que ce que vous voulez dire, c'est une division en volume avec une copropriété habitation à l'intérieur. Oui, on peut l'envisager, mais il faudra regarder le cas spécifique. Et puis, pour le coup, ici, on est vraiment plutôt sur, pas forcément la division en volume d'un ensemble immobilier complexe, qui est vraiment quelque chose de spécifique, mais plutôt sur un état descriptif de division avec ASL dans le cadre d'un immeuble, d'une habitation plutôt homogène.
pas une résidence senior sont-ils considérés comme de l'habitation? Alors oui, la plupart ça dépend un petit peu des spécificités, mais dans ce cadre-là, on sera plutôt sur quelque chose qui est considéré comme de l'habitation. Donc le dispositif, a priori, ne s'applique pas. Je peux te laisser continuer juste un petit peu, on déroule et puis ne vous inquiétez pas, on prendra au fur et à mesure les questions pour que ça reste quand même fluide, mais toute question, on y répondra, ne vous en faites pas. Et merci pour ces premières questions. Donc, ça va répondre un petit peu d'ailleurs aux questions. Il y a deux choses. Donc, la copropriété, donc, je vous rappelle qu'elle est obligatoire dans tout immeuble comprenant des locaux d'habitation. Alors, je ne parle pas d'un ensemble immobilier, je parle d'un immeuble homogène. Et puis, deuxième chose importante aussi, qui est assez logique, c'est que souvent, en fait, on a besoin d'une préétude pour comprendre l'ensemble immobilier. Il y a des questions, c'est pour ça que je ne pourrais pas y répondre de manière certaine, mais on a besoin de comprendre comment l'ensemble immobilier ou l'immeuble fonctionne, comment il est distribué, s'il y a des bâtiments, etc., pour pouvoir déterminer quelles sont la meilleure solution, puisqu'il peut y en avoir plusieurs. J'enchaîne un petit peu. Donc, qu'est-ce que c'est que le dispositif EDDASL? Donc, c'est un EDD et une ASL. L'état descriptif de division, il va être relativement similaire à une copropriété. Finalement, on va retrouver la description des lots, c'est-à-dire une partie privative et une partie collective. J'insiste sur le terme collective parce qu'en fait, on essaie, dans la rédaction, c'était un parti pris qu'on a pris, de différencier des parties communes de copropriété pour qu'on n'ait pas d'ambiguïté. Donc, j'ai parlé de parties collectives, mais c'est exactement la même chose. Et puis ensuite, on aura les plans annexés avec teinte et numéro de lot. Et finalement, à part le titre, il n'y a pas grand-chose qui va différencier les plans et l'état descriptif de division de ce qu'on a l'habitude de voir dans une copropriété. Ce qui est assez intéressant parce que ce qui signifie que finalement, ce n'est pas très original et on sait déjà faire. Il n'y a pas de surprise. Et puis, on a quelque chose où là, on sait un peu moins faire, en tout cas, c'est un peu moins commun, c'est l'association syndicale libre. Alors, j'ai parlé d'association syndicale libre, d'ASL, mais on pourrait un peu plus généraliser à l'association de propriétaires. Parce qu'on peut imaginer que, pourquoi pas, une AFUL, par exemple, une association foncière urbaine libre, soit utilisée dans le dispositif à la place d'une ASL. En tout cas, toute association, on peut même imaginer une association de lotissement, même si je ne vois pas trop comment ce serait possible. Enfin bref, on peut imaginer n'importe quelle association syndicale dont l'objet, évidemment, serait dans le cadre de foncier, c'est important, associé à un état descriptif de division. Et puis, donc, les statuts de cette ASL vont être finalement l'équivalent du règlement de copropriété. C'est monté de manière assez parallèle à la loi 65. Et finalement, l'ASL va répondre à ce que j'ai remis en dessous, là, au niveau de la loi 65, c'est-à-dire que c'est une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs. Et ça, c'est très important. Je voulais peut-être revenir un petit peu sur ce que c'est qu'une association syndicale libre et d'où elle vient, parce que ce n'est pas forcément connu de tout le monde. Donc, les ASL sont des associations qui sont des associations de propriétaires. Et c'est important, et qui, selon donc l'ordonnance de 2004, donc ça permet de gérer la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages, voire la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun. Donc, centré dans des biens fonciers immobiliers. C'est une législation qui est assez souple. Donc, on a
une ordonnance de 2004, puis un décret 2006 qui vient préciser cette ordonnance. En fait, on a beaucoup de choses qui sont sur les associations syndicales autorisées, qui sont des associations un peu différentes, qu'on va retrouver, tout ce qui est ASA, peut-être que vous connaissez ce terme-là, mais qui nous concerne beaucoup moins ce type de montage. Et finalement, là, on s'apercevra que tout ce qui concerne les ASL, c'est assez light, c'est-à-dire qu'on a des principes, on a des contraintes, quelques petites contraintes de gestion, mais c'est assez light. Donc, dans les statuts de l'ASL, on va retrouver différentes choses qu'on peut retrouver dans les statuts habituellement, mais d'autres choses qu'on trouve moins habituellement. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez l'habitude peut-être des ASL dans le cadre des lotissements. C'est là où on les retrouve assez souvent, ou bien dans le cadre des divisions en volume. On va utiliser l'ASL comme une sécurisation de la division en volume et comme un organisme qui permet de gérer les charges dans la division en volume aussi. Donc là, finalement, l'ASL, c'est un peu le bon outil pour faire plein de choses, finalement. On va l'utiliser dans la division en volume, dans le lotissement, et maintenant avec un EDD. Donc, on va retrouver dans ces statuts donc, tout ce qui est périmètre, membre, objet, très important. Hein. C'est la base de l'ASL, hein, ça, on va la retrouver partout. Mais par rapport à d'autres ASL, on va retrouver également une définition des parties privatives, une définition des parties collectives. On va retrouver la question de destination de l'immeuble, les charges, les organes de l'association, le syndicat, le président, etc., comment ça fonctionne, et puis toute une série de dispositions d'administration et de fonctionnement. Et tout ça, finalement, on va faire un peu penser à ce qu'on peut retrouver dans le règlement de copropriété qu'on a habituellement. J'enchaîne parce que sinon, je vais être trop long. Quelques avantages et inconvénients de tout ce dispositif par rapport, je dirais, à une copropriété classique. Hein, c'est un peu la comparaison qu'on va faire. Tout d'abord, au niveau des avantages, tout ce qui est simplicité et souplesse de mise en place. C'est un avantage qui aussi peut être un inconvénient. Ça dépend un petit peu comment on se place. Mais simplement, c'est vraiment quelque chose qui est facile à mettre en place. On connaît les enfin, pour quelqu'un qui connaît évidemment, qui sait ce qu'il écrit, mais on sait un EDD comment ça fonctionne, on sait une ASL comment ça fonctionne. Et puis, on peut décider beaucoup de choses par rapport à l'immeuble. En copropriété, finalement, on est très contraint par la réglementation, beaucoup moins ici. On peut écrire beaucoup de choses dans les statuts qui seront des éléments contractuels et qui seront voilà, qui vont permettre une gestion au plus proche de l'immeuble. Moins d'obligations légales lors de l'établissement, ça c'est important aussi. Alors, c'est une situation actuelle, peut-être que ce sera un peu corrigé avec la pratique plus tard. Mais aujourd'hui, je vais vous donner deux exemples assez parlants dans le cadre d'actes notariés dans la copropriété. Vous n'avez pas de loi Carrez obligatoire. Donc la superficie Carrez ne s'applique pas puisqu'on n'est pas en copropriété, on n'est pas sous le régime de la loi de 65, ça c'est important. Et puis, par exemple, vous n'aurez pas de diagnostic de partie commune. Au niveau des DTG, etc., il n'y a pas d'obligation hors cadre copropriété. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être importantes aussi. La simplification des règles de gestion est importante, c'est-à-dire qu'on va avoir, contrairement à la copropriété, où il y a de plus en plus des règles touffues et voire presque incompréhensibles des fois, on va avoir finalement des règles de gestion très simples qu'on va pouvoir écrire comme le souhaite le propriétaire et comme le souhaitent les futurs acquéreurs éventuellement. Avec ça, on aura une efficacité des prises de décision qui sera beaucoup plus importante, puisque, en gros, le principe en copropriété est que l'AG est souveraine. C'est le cas aussi dans une ASL, mais on a beaucoup plus de pouvoir au président et au syndicat, qui est l'équivalent du conseil syndical en copropriété. Et ces organes-là, donc président et syndicat, auront
beaucoup de choses qu'elles pourront faire dans le quotidien de l'ensemble immobilier de l'immeuble. Et puis, évidemment, l'AG reste souveraine après pour les grandes décisions. Petit détail aussi, on peut imaginer une réversibilité en copropriété, ça peut être intéressant dans certaines situations, mais il faut le prévoir au début, c'est plus simple. C'est-à-dire qu'on peut imaginer en fait que la plupart des règles qu'on a définies sont relativement conformes au droit de la copropriété, et donc prévoir à un moment donné, si on a de l'habitation qui arrive dans l'immeuble, hein, dans la vie de l'immeuble, ça peut arriver qu'à un moment donné, il y a une partie qui soit transformée en habitation. On le voit assez fréquemment aujourd'hui avec la transformation des bureaux. Eh bien, on peut imaginer que la plupart des règles soient transposables en copropriété si jamais il devait y avoir un peu d'habitation. Dans les inconvénients qui répondent un petit peu aux avantages, c'est d'une part la méconnaissance éventuelle du fonctionnement des ASL par le gestionnaire qui peut entraîner une fragilité dans la gestion. C'est-à-dire qu'une gestion qui ne serait pas conforme au droit des ASL et un peu trop proche du droit de la copropriété, ça arrive assez fréquemment, entraînerait une fragilité dans la validité des décisions. Donc ça, c'est un inconvénient. De la même manière, l'absence de règles précises peut générer du contentieux, c'est-à-dire qu'il y a en copropriété, on a quelque chose qui est très, très étoffé, beaucoup de règles qui sont plus ou moins d'ordre public, et donc on arrive toujours à se référer à quelque chose. Là, on sera plus sur du contractuel dans l'esprit, à part quelques règles de gestion dans l'ordonnance de 2004 et le décret de 2006. Et donc, en fait, on va se raccrocher à ça, mais il y aura peut-être un peu plus d'interprétation possible, et donc ça peut éventuellement générer du contentieux. C'est un peu le pendant de la souplesse, finalement. Et puis, aujourd'hui, il faut être réaliste aussi, on a assez peu de recul sur le dispositif. Nous, on l'a mis en place depuis quelques années maintenant. Ça a l'air de bien fonctionner, mais aujourd'hui, c'est quand même tout neuf comme dispositif. Quels sont les principaux documents? On en a déjà un petit peu parlé globalement. Je le rappelle ici. Donc, l'état descriptif de division, les statuts de l'association syndicale, essentiel, les plans annexés, et puis un document qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est le plan du périmètre de l'ASL. Alors, c'est un document qui est relativement administratif, qui sera nécessaire au moment de la publication au journal officiel, puisque c'est un peu différent d'une copropriété. En fait, on a deux formalités. C'est pas très compliqué à faire. Donc, on a une publication habituelle pour tout ce qui est immobilier avec un acte notarié. Et puis, on a une publication au journal officiel, qui est une spécificité des associations, avec ce fameux plan du périmètre qui sera nécessaire. Voilà pour la théorie, entre guillemets. Et puis, je vous propose d'étudier trois cas concrets, ça va aller relativement rapidement, et ensuite d'essayer de répondre à toutes vos questions qui, je suis sûr, ne manqueront pas d'arriver. Aujourd'hui, j'ai pris trois cas concrets qui sont un peu différents. Tout d'abord, on a utilisé ce dispositif dans le cadre d'une station balnéaire, d'un ensemble immobilier qui était un centre de vacances, et puis il y avait quelques commerces. Et donc, en fait, on avait une nécessité de la part du propriétaire de vendre des commerces aux propriétaires, enfin aux personnes qui exploitaient les commerces, qui avaient les fonds de commerce. Et donc, en fait, dans ce cadre-là, c'était une copropriété, ça aurait été un petit peu complexe pour ce genre d'établissement. Une division en volume, ce n'était pas envisageable parce qu'en fait, comme vous le voyez, on a un bâtiment qui est un bâtiment unique, en réalité, il n'y a pas d'hétérogénéité de structure, etc. Et puis, donc, on n'avait pas trop de solutions. La copropriété n'était vraiment pas adaptée au niveau de la réglementation. Et donc, on a décidé de mettre en place cette EDDASL, qui donc a permis de céder de manière individuelle les locaux commerciaux. Et puis, on a quand même prévu, parce que c'est vrai que c'est une résidence de vacances, mais
la typologie des locaux, ça peut être, on peut imaginer un jour que ça devienne des appartements pour l'habitation. Et donc, on a comme contrainte prévu la réversibilité en copropriété, si jamais il y a de l'habitation qui arrive un jour. Voilà pour ce premier dispositif. Deuxième application, un immeuble de bureau, très simple, de bâtiment, un parking, des plateaux de bureaux. Et puis, on a des parties communes qui comprenaient notamment un accueil mutualisé, des espaces verts, etc. Pareil, impossible de mettre une division en volume. La copropriété n'était pas réellement adaptée parce qu'on avait des règles de gestion qui ont été un petit peu différentes, ou des règles de répartition de charges, notamment par rapport aux ascenseurs, etc., aux différents locaux. C'était un peu complexe de mettre en place une copropriété qui aurait vraiment été assez inadaptée. Et donc, 100% de bureau, on s'est dit, on va mettre ce dispositif-là en place. Le propriétaire et puis les différents investisseurs étaient OK sur le principe. Et donc, on a mis ça en place avec une gestion simplifiée aussi des différentes règles. Parce que là, on a en gros 4 ou 5 plateaux de bureaux. Pas besoin de s'embêter avec beaucoup de règles de copropriété qui correspondent plus à la protection de l'habitation pour que ça fonctionne. Troisième et dernier exemple, on est sur des locaux d'activité. Ça ressemble un petit peu aux locaux de bureau, mais avec des formes de bâtiments plus caractéristiques de ce type de locaux. Des locaux d'activité, donc encore une fois, que des professionnels, on n'a pas d'habitation. Hein. Et on a aussi des parkings extérieurs qu'on ne voit pas ici, mais avec des anciennes, etc. Ça se rapproche un peu du centre commercial. On a des locaux qui sont plus ou moins ouverts au public, etc. Et on avait besoin ici d'avoir des règles de gestion et des règles administratives assez simples pour la gestion de ce bâtiment, la copropriété n'étant pas très adaptée à ce type de bâtiment et assez complexe pour gérer les enjeux des différents commerçants, artisans, professionnels. Voilà, mais écoutez, pour moi, c'est bon au niveau des exemples. Et puis, je vais conclure avec cette slide-là pour rappeler en fait les grands principes, je dirais. C'est que, en fait, il faut quand même être assez prudent. C'est qu'une ASL qui n'est pas bien rédigée, c'est un nid à contentieux, très clairement. Disons qu'en fait, comme on est sur du principe majoritairement contractuel, avec assez peu de choses qui sont légales, eh bien, si ce n'est pas bien fait, c'est un problème. Et ça va générer du contentieux. Donc, nécessité de s'entourer de professionnels qui sont compétents, géomètres experts, notaires, gestionnaires éventuellement, gestionnaires futurs qui pourraient être impliqués dans la rédaction des statuts, ce n'est pas inintéressant. Et puis, éventuellement, si le projet est complexe, d'un avocat spécialisé pour ce type de montage. Et puis, ce que j'ai dit tout à l'heure déjà, mais la réalisation d'une préétude juridique, je rajouterais presque et technique, permettra d'identifier les différentes problématiques, les difficultés, et puis choisir la meilleure solution par rapport à l'immeuble et ce qu'on va en faire. Donc ça, c'est vraiment important, je pense, de passer par là. Alors, il y a des fois où on peut s'en passer, mais c'est assez important. Juste une petite conclusion pour remercier deux personnes qui ont participé à l'établissement de notre matrice de DDASL. Véronique Génacht, qui est notre ancienne juriste, qui était vraiment spécialisée dans les ASL notamment. Et puis Agnès Lebateau-Simon, qui est avocate spécialisée en droit de la copropriété notamment, et avec qui on a monté notre matrice, et qui, sans elle, il n'y aurait pas ce webinaire aujourd'hui, je pense. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour tout ça et pour votre attention. Et puis, je vais peut-être essayer de commencer à répondre aux questions. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes.
Oui, absolument, Justin. Il y en avait une, si on remonte un petit peu, alors qui était plus une remarque de la part de Yann Tourbier, qui disait ce dispositif s'appliquerait parfaitement pour un bâtiment à usage d'activité divisé en cellules avec des poches de stationnement associées qui passent d'habitude par une copropriété. Oui, tout à fait. Tout à fait, effectivement. Alors, je pense que les gestionnaires, ils sont assez souvent confrontés, c'est que la copropriété n'est pas très adaptée aux locaux commerciaux. Et de manière générale, je pense aux grands centres commerciaux également. On a l'occasion de travailler régulièrement sur ce type d'actifs. On s'aperçoit qu'en fait, ça a été divisé un peu, j'allais dire n'importe comment, mais comme on pouvait, plutôt. C'est-à-dire qu'on va avoir des centres commerciaux qui sont divisés avec du parcellaire, avec de la division en volume, avec un peu de copropriété. Et tout ça va venir. Et chaque centre commercial est divisé différemment de celui d'à côté. Et de manière pas très judicieuse souvent, avec des problématiques qu'on va retrouver derrière qui sont pas évidentes. Quand on essaie de céder une partie, il y a des galeries commerciales qui sont montées en copropriété, des choses comme ça. C'est pas facile. Voilà. Et c'est pas très heureux, je dirais, comme division. Si on avait eu ce type de possibilité pour le faire avant, je pense que beaucoup de centres commerciaux seraient montés avec ce montage-là. Mais c'est pas trop tard, pour les nouveaux, on va l'utiliser. Alors, j'essaie de remonter un petit peu les questions. Après, il y avait en effet un commentaire de Hugo qui disait « Je ne comprends pas la différence entre l'EDD et la copropriété, car dans les RCP, il y a des EDD. » Je vous remercie d'avance pour votre réponse. Alors, pour essayer d'être limpide, l'état descriptif de division est une partie de la copropriété. Mais alors aujourd'hui, on a souvent un seul document qui comprend l'EDD et le RCP, donc la partie état descriptif et la partie règlement. Mais en réalité, c'est vraiment deux choses bien distinctes, avec l'EDD qui est la description des lots, la répartition des parties privatives et des parties communes, et puis le règlement de copropriété qui va contenir l'ensemble des règles d'administration, les charges, la définition des parties privatives et des parties communes. Mais ces deux choses-là sont vraiment des choses qu'il faut analyser distinctement, et puis également dans leur valeur. Aujourd'hui, le DD est presque une nécessité, enfin c'est une nécessité hypothécaire, avec une définition des lots, etc. Et donc le règlement de copropriété, c'est encore un document différent, avec qui, dans le montage, on va le comparer à l'ASL. Et Hugo avait un deuxième commentaire qui disait, une question, est-ce que dans un UDS qui est issu de la division en volume, il peut y avoir plusieurs ASL? Alors, l'union de syndicats, en fait, c'est une question très spécifique. Il faudrait qu'on voit l'ensemble immobilier en particulier, parce que ça, on mélange beaucoup de choses entre ASL, l'union de syndicats, etc. Aujourd'hui, l'union de syndicats, c'est quelque chose où on a nécessairement une copropriété. Donc, nous, on ne va pas utiliser dans ce dispositif de DDASL. Pour moi, l'UDS est plutôt à mettre en parallèle avec l'association syndicale. Aujourd'hui, on peut difficilement on pourrait l'imaginer dans une union de syndicats, avoir une partie de DSL, pourquoi pas, à la place d'une copropriété. Ça commence à faire très imbriqué, mais c'est une possibilité. Une remarque de Yann qui disait « S'il y a une ASL, il faut de fait la déclarer en préfecture ». Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a une publication au journal officiel qui est assez simple. Et d'ailleurs, il y a une déclaration au départ, mais il y a aussi dès que c'est modifié, on vient aussi le déclarer au journal officiel, tout à fait. Mais rien de bien, c'est des formalités quasi gratuites ou voire gratuites. Donc c'est pas bien méchant. La question suivante, est-ce que la modification des statuts d'une ASL ont les mêmes process que pour modifier un RCP? Oui et non. C'est-à-dire que ça dépend
comment on le définit. Et je parlais tout à l'heure de contractuel, c'est vraiment important en fait au moment de l'établissement des statuts de prévoir les règles de modification. Et comme en fait, si vous voulez, en copropriété, on a l'équivalent des articles 24, 25 et 26. Et ces articles-là vont être en gros remplacés en quelque sorte par des circonstances spécifiques pour la modification. Ces circonstances, on va les définir avec des majorités qu'on va pouvoir adapter. Donc du coup, on peut imaginer que des règles qui sont un peu gênantes en copropriété, comme l'unanimité dans certains cas qui est un peu pénible, et ben là, on va pouvoir la gérer différemment. Les questions de majorité aussi vont pouvoir être gérées différemment ou de manière similaire si on souhaite le faire. Donc, je pense que c'est vraiment... Voilà, on définit ce qu'on souhaite, ce qu'on veut dans la copropriété, dans le DDSL, et c'est assez libre pour ça. Mais c'est ce qu'on écrit, évidemment. Ensuite, on a une question de la part de Anne-Sophie qui demandait « Serait-il possible d'avoir un modèle des statuts EDD et plan pour l'exemple de l'ASL avec les commerces en rez-de-chaussée, s'il vous plaît ?» Alors, un modèle des statuts, c'est un peu difficile aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on garde jalousement pour voilà, le développer. Après, je dirais que c'est... En fait, en réalité, il n'y a rien de très compliqué. On a un état descriptif de division et une ASL qui est en quelque sorte une ASL habituelle mais améliorée avec différents, voilà, notamment la question des définitions des parties privatives et parties communes. Mais c'est pas, en réalité, on a inventé quelque chose d'un peu hybride, mais qui n'est pas une révolution. C'est une vraie évolution par rapport au montage immobilier, mais c'est pas très différent habituellement. Donc aujourd'hui, on ne communique pas de matrice de manière publique. Mais après, c'est des choses qui sont publiées. En cherchant bien, peut-être que vous trouverez un autre DASL qui existe sur l'ensemble immobilier. Merci pour ta réponse, Justin. On a une autre question de la part de Damien qui disait merci beaucoup. Peut-on imaginer ce schéma avec un EDD sans QP de parties collectives? Et donc, les parties collectives, elles appartiennent à l'ASL. C'est une bonne question. Alors, aujourd'hui, en quelque sorte, c'est un peu le cas dans le montage, puisqu'en fait, l'ASL, en réalité, va être propriétaire de la quote-part de parties communes. Aujourd'hui, c'est le principe. Donc, je pense que dans le montage, on est assez proche de ce que vous dites, Damien. Et avec des... Mais alors, je ne vois pas trop la distinction entre un EDD comme on l'a prévu avec des codes-parts de parties communes ou de parties collectives. Sans code-part, je ne vois pas trop l'intérêt entre guillemets de la chose. Peut-être qu'il faudrait qu'on en parle un peu plus pour comprendre votre... C'est ce que j'allais dire avant de continuer sur la réponse aux questions. Je pense, et Justin nous confirmera, qu'il y a certaines questions qui sont propres au projet ou à l'étude de cas en question. Et c'est vrai que pour être plus précis, on se fera un plaisir, soit via un échange téléphonique ou un mail, pour qu'on puisse davantage se pencher sur le cas en question pour répondre aux différentes informations, aux différentes interrogations. Pardon, ce sera plus pratique. Une autre question, comment réagissent les notaires à la présentation de ce type de division pour leur permettre d'assurer la vente de l'eau dans un immeuble? Pour l'instant, ils ont plutôt bien réagi. Je pense qu'ils étaient peut-être un peu surpris au départ, et puis en discutant, ils ont peut-être compris l'objet et ils connaissent le droit, ils savent que c'est permis. Donc, pour l'instant, les réactions étaient plutôt bonnes sur les projets qu'on a pu constituer, parce qu'évidemment, la première chose que
que j'indique quand on travaille sur un projet comme ça, quand on le propose, quand le client nous demande une alternative, c'est de dire il faut que votre notaire soit d'accord et soit impliqué dans le projet. Voilà. C'est vrai que généralement, on explique un petit peu notre démarche et puis ça se passe assez bien. Parfait. Alors, une question de Gabriel, la différence entre ASL et AFUL? Alors, ce n'est pas trop l'objet du webinaire, mais il y en a très peu. Il y a quelques contraintes supplémentaires dans l'AFUL, notamment celle que j'ai en tête sur la présentation dans l'Assemblée générale. Bon, il y a très peu de différences, c'est ça qu'il faut retenir. Question de Tiffaine. Outre l'homogénéité de l'immeuble, qu'est-ce qui justifie la mise en place d'un EDD au lieu d'une volumétrie? Je dirais que c'est les parties communes et la volonté aussi de gérer ces parties communes. Le principe d'une volumétrie, c'est qu'en fait, on a des droits de propriété privatifs et exclusivement privatifs. Et qu'éventuellement, à côté de ça, on a une ASL qui peut être propriétaire de certains locaux spécifiques, mais chacun est chez soi, chacun est responsable de la structure. C'est vraiment comme des boîtes qui sont empilées. Donc, on a un vrai principe. Alors, après, des fois, dans les faits, ce n'est pas tout à fait comme ça, c'est un petit peu malheureux. Mais dans le principe de division de volume, chacun est chez soi, chacun a son cube. Et alors que là, on est dans un EDDSL, on est vraiment sur une propriété des parties collectives qui est globalisée et qui permet de gérer ça de manière globalisée. C'est vraiment ça qui différencie les deux. Merci Justin. Une question supplémentaire. Comment l'ASL peut-elle devenir propriétaire de la quote-part des parties communes? En fait, c'est au moment de la création. Comme on a en fait un transfert de ces parties communes, tout comme la naissance de l'ASL. On a des notaires font ce type d'acte. C'est totalement, et généralement, c'est dans les premières questions. Top. Question de Mélanie. Donc, bonjour, je suis notaire. Juste pour être certaine, l'EDD est classiquement l'outil pour diviser en volume. Du coup, si je comprends bien, vous utilisez l'EDD pour diviser en lots, mais sauf erreur, la publicité foncière n'identifie que des lots de copropriété ou des volumes. Alors, l'état descriptif de division, effectivement. Alors, les hypothèques reconnaissent l'état descriptif de division en tant que tel. C'est une manière de diviser effectivement l'immeuble. Mais les hypothèques que sont ensuite en copropriété ou avec une ASL qui gère, quelque part, ils s'en fichent un petit peu. Ce qu'ils reconnaissent effectivement, c'est soit la volumétrie avec une quote-part, avec une propriété spécifique du volume, avec un volume, soit une quote-part de partie commune. C'est ce qu'on aura ici. Donc en fait, effectivement, on rentre en fait dans le cadre d'un EDD plus classiquement en copropriété, mais avec une autre manière de le gérer. Merci Justin. On a ensuite 3 questions de la part de Laurie qui disait, vous avez dit que l'ASL est propriétaire des QP de PC. Je n'ai pas compris. Et après, pardon, je me permets juste de rebondir parce que la suite de la question, les QP de PC n'appartiennent, elles, pas par définition aux propriétaires des lots, ou l'ASL n'est-elle pas dans ce cas un simple organe de gestion, sauf si un lot lui appartient, bien sûr. La partie collective ne reste-t-elle pas en indivision entre les propriétaires? Ça, c'est une deuxième question. Oui, alors en fait, c'est effectivement c'est un peu différent. C'est-à-dire que l'ASL, on peut considérer qu'elle est
contrairement à une division en volume, où la SL va être vraiment propriétaire de certains locaux au sens propre. On peut imaginer régulièrement un transformateur ou bien des locaux techniques, etc. Là, on aura effectivement une gestion par la SL de l'ensemble des règles et des principes, avec ensuite des propriétaires qui sont propriétaires des lots, vraiment comme en copropriété, c'est-à-dire que vous avez le lot qui est composé d'une partie privative et d'une partie commune. Voilà, donc la partie commune ne sera pas partagée. Super. Est-ce que les parties collectives ne restent-elles pas en division entre les propriétaires? Si, tout à fait, oui. Oui. Et puis, je crois qu'on a encore c'est une dernière remarque du coup de Mélanie qui répondait, je pense, qui répondait à ta réponse, Justin. Ok, merci. Vous divisez donc en lots et vous avez l'ASL comme mode de gestion, ce qui est permis depuis la nouvelle loi, car n'est pas de l'habitation. Oui, tout à fait, c'est ça. Excellent. Et puis, voilà, des remerciements, des personnes qui ont déjà dû sauter sur une autre réunion, puisqu'il est 12h01. On a été parfaitement dans les timings. Je remercie Justin pour cette présentation, pour ce nouveau dispositif, en espérant que voilà, cela ait éveillé quelques éléments auprès de certains de nos partenaires, nos clients, pour pouvoir travailler sur ce sujet ensemble bientôt. J'ai une question, est-il possible de recevoir par mail les contacts en région? Alors, si je ne dis pas de bêtises, est-ce qu'on a une dernière slide avec les contacts, Justin, ou pas? Très bonne question, bouge pas. Si ce n'est pas le cas, ah bah voilà, il n'y a qu'à demander. Pas des contacts régionaux globalement d'entreprise. Ça peut-être qu'il faudra avoir une démarche spéciale pour les envoyer, parce qu'on n'est pas uniquement présent en Nouvelle-Aquitaine, on est présent dans plein de pays. Alors, le contact référent de la Nouvelle-Aquitaine, évidemment, c'est Justin. Vous avez ses coordonnées. Pour toute autre question qui ne serait pas dans la région Nouvelle-Aquitaine, n'hésitez pas à m'écrire directement. Et puis, bien sûr, je rebouclerai avec les experts en interne de la région qui vous intéresse. Donc, pour répondre à votre question, Cathy, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'envoyer un message. Ce sera avec plaisir. Dernière remarque de Laurence, pourriez-vous s'il vous plaît diffuser le support qui a été projeté? Comme mentionné en introduction et un petit peu plus haut dans le fil de discussion, je vous confirme que le support sera déjà directement envoyé par mail pour tous les participants et inscrits. Donc ça, il n'y aura pas de sujet. Et puis en plus de ça, nous le diffuserons également sur notre chaîne YouTube ainsi que notre site internet. Donc vous aurez le support et donc même les réponses aux questions en live de la part de Justin. Donc, encore merci et à bientôt, comme l'a souligné François, pour rentrer dans les cas d'usage. Ce sera avec grand plaisir. Nous nous tenons à votre disposition. Et encore merci à Justin pour cette animation et ces explications. Au revoir. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir.